Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour cette version 2 de GG Les Fontenelles déjà. Et vous voyez, il y a du budget, j'ai un assistant cette année. Et on va se faire un petit plaisir, on va enlever le masque. Voilà, pas de masque sur GG Les Fontenelles. Alors pour cette nouvelle saison qui s'annonce palpitante, j'ai décidé comme première vidéo de vous parler d'un texte que je fais tous les ans en début d'année en seconde. Maupassant, non pas la Maison Tellier, mais c'est dans la Maison Tellier. La nouvelle qui s'appelle Une partie de campagne. Quoi, encore une partie de campagne? Tous les ans, il fait une partie de campagne, mais il change jamais ses cours, ce prof, mais c'est pas possible. Une partie de campagne, une partie de campagne, une partie de campagne, il y en a marre. Pourquoi est-ce que je fais tous les ans une partie de campagne? Eh bien, déjà parce que je l'ai passé au bac quand j'étais en terminale L. J'ai passé une partie de campagne avec le film de Jean Renoir, donc la nouvelle doublée avec le film. Et quand en plus on rajoute les tableaux impressionnistes de Monet, de Renoir comme l'Escarpolette, je trouve que ça fait une séquence vraiment pas mal. Littérature, peinture, cinéma, en plus Renoir père, Renoir fils, il y a une continuité. Bon, et une partie de campagne, pour moi, c'est vraiment l'idéal pour commencer l'année de seconde, pour à la fois travailler le genre de la nouvelle dans le cadre de l'objet d'étude du récit et travailler le registre réaliste et s'initier à la méthode du commentaire de texte. Et en plus, une partie de campagne, c'est un texte qui est très beau, beau et triste. Voilà, les deux en même temps. À première lecture, comme souvent chez Maupassant, on a l'impression d'un texte un petit peu entre le olé olé, le trivial. Voilà, on est sur les bords de Seine, il fait beau, un petit peu comme aujourd'hui. Et puis on va faire un repas à la campagne, un pique-nique. Et finalement, à la fin du texte, il s'avère et on comprend que les choses sont beaucoup moins simples, sont beaucoup moins joyeuses et en fait beaucoup plus tristes. Alors une partie de campagne, qu'est-ce? On est avec la famille Dufour, ce sont des quincailliers, on est dans le Paris des années 1870, 1880. Les Dufour travaillent dur, hein, sont des commerçants de la rue des Martyrs à Paris, ils n'ont pas de loisirs, ils n'ont pas, évidemment, il n'y a pas de congés payés, il n'y a pas de week-end prolongé, il n'y a pas de pont, il n'y a pas d'aide, on travaille, on travaille, on travaille. Et puis, ils décident de se payer du bon temps, hein, un dimanche de la fin du mois de mai, il fait beau, c'est la fête de Madame Dufour. Alors en voiture, tout le monde, la grand-mère, le commis, la fille, le père, hop, tout le monde dans la charrette et on part sur les bords de Seine vers Sartrouville, hein, dans une ville qui s'appelle Besançon. Alors, on a tout un périple du centre de Paris, les Champs-Élysées, la Porte-Maillot, Neuilly, Courbevoie, voilà, bof. Et on arrive chez Monsieur Poulain, une gargote. Alors tout ça, ça existe. En fait, Maupassant, hein, dans les années 1870, il travaille au ministère de la Guerre, il s'ennuie, il n'aime pas ça. Et alors, en fait, il passe ses dimanches à faire de la yole, de l'aviron, voilà, à ramer. C'est un loisir qui vient d'Angleterre, hein, Oxford, Cambridge, les régates. Et voilà, et il y a cette mode qu'on voit dans la peinture impressionniste, comme les tableaux de la Grenouillère, voilà, cette mode d'aller en plein air, à la campagne, le dimanche, faire des pique-niques, des déjeuners sur l'herbe, et de faire du canotage, faire de la yole. Il y a des tableaux de caillebotte, on les a vus dans Normandie impressionniste. Donc les Dufour, ah, je perds mon assistant, au revoir assistant. Donc les Dufour quittent Paris et vont à Besançon faire ce pique-nique, ce repas chez Monsieur Poulain. Alors, ce qui est absolument succulent, je trouve, dans cette nouvelle, c'est la galerie de portraits. Elle est géniale. Elle est géniale. Ils en prennent tous plein la figure. On commence par Madame Dufour qui subit les pires les pires comparaisons, on la décharge comme un gros paquet de la voiture. Elle a un double menton, elle a une poitrine fluctuante qui ressemble à de la gelée sur un plat. Bref, bon,
Lisez le texte, cette brave dame, très épanouie, très forte en chair, décrite un peu comme une boule, hein, voilà. Et elle a une fameuse robe de soie cerise extraordinaire. Donc elle s'est mise sur son 31, elle s'est endimanchée, elle a mis une belle robe, très voyante, très peu discrète, cerise, voilà, et puis c'est une étoffe fragile, la soie, or ils vont à la campagne, déjeuner sur l'herbe, donc elle s'est endimanchée, mais c'est pas adapté à ce qu'elle va faire, on voit un décalage, les gens se moquent d'elle, notamment les gamins du village, et hop, on a l'antithèse c'est sa fille, elle s'appelle Henriette, voilà, elle a la moitié de son âge, 18 à 20 ans, alors qu'on nous dit que la mère en a 36, et la jeune fille est mince, la jeune fille est svelte, les hommes se retournent sur elle quand ils la croisent dans la rue, elle est moustille, voilà, elle est séduisante, c'est une belle jeune femme, très brune, très grande, très mince, il y a ce genre de phrase, donc évidemment le narrateur n'est pas avare en compliments, de la même manière qu'il n'était pas avare en moquerie concernant Madame Dufour, voilà, mais faut pas avoir ça avec un œil de lecteur de 2020. Hein. On nous dit pour Madame Dufour qu'elle est épanouie et réjouissante à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grossophobie, hein, pas de gros mots comme ça à l'époque. C'est valorisé, voilà. Elle mange bien, elle fait plaisir à voir, elle aime la bonne chair, sans mauvais jeu de mots, voilà. Bref, elle est plantureuse, on dirait. Sa fille, c'est l'opposé en termes de gabarit corporel. Et puis, il y a ce passage absolument génial où elles sont toutes les deux en train de faire de la balançoire. Et la fille fait de la balançoire sans aucun problème, comme ça, toute seule, elle s'envole. Et la mère n'arrive pas à bouger, elle demande à son mari de la pousser. Et le mari retrousse ses manches et il la met en mouvement avec une peine infinie, comme ça, comme s'il allait entreprendre une énorme besogne. On comprend derrière cette hyperbole, tout cet effort physique du mari qui remue son épouse. Bon, c'est la fête de Madame Dufour, mais c'est la fête dans tous les sens du terme, pardonnez-moi. Mais bon, pas de misogynie, hein, voilà. Il en faut aussi pour les hommes. Alors c'est pareil, hein, ils sont réduits à vraiment, on se moque d'eux. Le commis, l'employé, le garçon aux cheveux jaunes, voilà, il n'a même pas l'honneur d'être blond, il a les cheveux jaunes. Il n'a pas de nom, il n'a pas de prénom, on nous dit qu'il a une tignasse de lin. Bref, il est réduit à une partie de son corps qui est uniquement la couleur de ses cheveux. Il mange comme un ogre. Bref, c'est une pièce rapportée dans la voiture. Au début, on nous dit qu'il n'a même pas de place, qu'il est mis sur le plancher de la voiture et que seule la tête dépasse. Comme je dis souvent, il a la place du chien, il a la place des bagages, il est par terre. C'est la pièce rapportée comme ça. Il regarde le paysage. Et alors, Monsieur Dufour, lui, c'est à peu près l'équivalent de sa femme, hein, prétentieux, puisqu'il se vante régulièrement d'avoir été un champion d'aviron, de canotage quand il était jeune, alors qu'en fait pas du tout, puisque quand il rencontre les vrais canotiers, il ne dit plus rien, prétentieux, vantard, qui raconte des blagues sur l'aviron, et puis après, ivre-mort après le repas, dégingandé parce qu'il perd ses vêtements, il déboutonne, sa chemise s'en va de son pantalon. Bref, les hommes non plus, voilà, ils en prennent plein la figure. Autant Henriette était Mademoiselle Dufour, autant elle était valorisée, autant là chez les hommes, il n'y a aucune valorisation. Je suis en train de perdre ma caméra, excusez-moi, voilà, je la cale, j'espère que tout va fonctionner. Donc, et arrivent enfin les canotiers. Alors les canotiers, eux, ils n'ont pas de nom, c'est deux hommes. Et eux, ils symbolisent vraiment le monde des loisirs naissants.
hein, le monde du grand air, le monde de la liberté, le monde de l'aviron, le monde de l'absence de contraintes. On ne sait pas ce qu'ils font comme travail, on ne sait même pas s'ils travaillent. Voilà, et ils font rêver ces commerçants parisiens qui ne sortent jamais. Ils les font rêver en leur racontant leurs aventures de canaux, quand ils se perdent sur la Seine, quand ils sont pris dans le brouillard, quand ils sont pris dans des orages, quand ils en font en hiver, quand ils en font en été, puis ils sont musclés, puis ils ont des tout petits t-shirts, et puis ils ont des bras, voilà, ils ont des corps sculptés, ce sont des sportifs. Donc véritablement, ils font rêver les Dufour parce qu'ils symbolisent un monde d'absence de contraintes, un monde joyeux, un monde à l'aise avec son corps, un monde en harmonie avec la nature, un monde qui prend le temps de vivre, qui profite de l'existence, là où eux, les Dufour, sont condamnés à rester coincés dans leur boutique, à travailler dur pour pouvoir une fois de temps en temps se payer un petit repas à la campagne et encore à la campagne dans une gargote, donc un petit restaurant pas très cher. Voilà, on n'est pas du tout dans du Maupassant, dans Madame Bovary, dans le bal à la Vaubyessard, dans lequel on boit du champagne en mangeant de la glace. C'est pas du tout ça. Là, les Dufour, ils commandent du lapin, de la salade. Hein, donc c'est pas un menu hyper gastronomique. On n'est pas en train de manger des ortolans. Bon, et donc on voit très bien ces deux groupes de personnages, les urbains qui ont besoin de grand air, hein, les Parisiens qui ont besoin de sortir le week-end, mais qui ont une situation quand même assez modeste, qui ne leur permettent pas de bénéficier de ces loisirs de façon régulière. Puis d'un côté, les canotiers, voilà, on ne sait pas trop comment ils vivent, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont heureux de vivre, ça a l'air d'aller pour eux. Bon, tout ce petit monde va se rencontrer à la fin du repas. Alors bien évidemment, ça se transforme en une espèce de passage, revoilà mon assistant, en une espèce de passage de séduction, puisque les canotiers, évidemment, vont tenter une approche avec la fille et avec la mère. Donc, par un concours de circonstances, profitant de l'ivresse de Monsieur Dufour et du commis, qui les rend un peu comateux, un peu vaseux, les canotiers vont proposer une partie de canot, une partie de yole à Madame Dufour et à sa fille. Voilà, les couples vont se former, ils vont partir sur le bateau, faire une promenade et plus si affinité. Donc, je vais m'arrêter pour cette vidéo à ce stade-là et reprendre la suite dans une deuxième vidéo. Voilà, j'espère que vous, les élèves de seconde, j'ai 3 classes cette année, j'espère que ça vous aide un petit peu. Hein. On est dans un cadre spatio-temporel absolument réaliste avec de nombreux toponymes. En plus, ça renvoie à l'expérience personnelle de Maupassant à la même époque, hein, le canotage. Les toponymes existent, même le restaurant Poulain existe, tout est plausible. Voilà, on n'est pas dans le fantastique, on n'est pas dans le merveilleux, on est bien dans de la nouvelle réaliste. Et je vous retrouve tout de suite sur une autre vidéo pour continuer cette étude d'une partie de campagne.